Je vous retrouve pour cette série d'émissions sur la mort de Claude François, et le titre de l'émission n'est pas un titre hasardeux, je l'ai choisi en réfléchissant, presque en méditant le titre de cette émission. Bienvenue pour cette émission, le 122 boulevard Exelmans. Contrairement à tout ce que vous pensez, la mort de Claude François n'avait pas grand-chose de mystérieux. Et je le dis à sa sœur comme à ses enfants, bonjour à Coco et à Marc et aux Claudettes. Non, rien n'était vraiment mystérieux, tout était fort simple. Ne parlons pas de la présence en réalité de Marie-Thérèse ni de Kathleen, parlons simplement de la présence des personnes qui étaient arrivées bien avant Kathleen et bien avant Marie-Thérèse. Je parle de Geneviève Leroy et tant d'autres personnes. La mort de Claude François s'est pas vraiment passée au milieu de son attaché de presse, qui serait Marie-Thérèse ou de Kathleen. Non, sa mort s'est passée au milieu de Geneviève Leroy, au milieu de tant d'autres personnes, comme une jeune fille de 15 ans, qui téléphone affolée et qui est seule dans l'appartement avec Claude. Elle est seule, ou peut-être y a-t-il quelqu'un, mais en tous les cas, ce n'est pas Marie-Thérèse et il n'y a pas Kathleen dans le domicile. Quand le premier coup de téléphone arrive, une jeune fille a eu du mal à trouver le téléphone de sa sœur et elle est désemparée. Claude a eu un malaise. Il a glissé dans sa salle de bain. Elle est seule. Il n'y a pas de Marie-Thérèse. Et si Marie-Thérèse était là, quand même, je veux dire, soyons un peu réalistes. Elle aurait dit, bon, vous avez parlé à la sœur de Claude François, passez-la moi, je vais lui dire un mot. Donc ça serait louche que Marie-Thérèse, qui est dans l'appartement, laisse une personne téléphoner à l'intérieur de l'appartement pour expliquer un autre accident, et que Marie-Thérèse ne prenne pas la parole, ne prenne pas le téléphone, ne discute pas avec la sœur de Claude François. Tout ça serait hyper louche. Pour comprendre la situation, on doit alors admettre une chose, que Marie-Thérèse n'était pas encore arrivée à l'appartement. Et que l'accident avait déjà eu lieu, en vérité. Elle n'était pas là, que tout était déjà commencé depuis longtemps. C'est la seule explication, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je veux dire qu'il n'y a aucun sens qu'une fille téléphone, utilise le téléphone rouge de sa sœur pour nous raconter finalement que Claude a glissé dans une salle de bain, s'est cogné violemment la tête, et que dire de Marie-Thérèse? Elle est tout de même dans l'appartement, ça prend que quelques secondes de prendre le téléphone, et puis de prendre ce téléphone et de dire à la sœur de Claude François, bon excusez-nous, là il y a quelqu'un qui vous parle, je préfère vous parler, je préfère moi vous parler, vous me connaissez, donc voilà, il se passe telle et telle chose. Mais c'est pas le cas. Pourquoi Marie-Thérèse n'a pas pris son téléphone ce jour-là, c'est-à-dire le téléphone de Claude François de son domicile? Eh bien, si elle ne l'a pas pris, c'est parce que quand la jeune fille téléphone, elle est toute seule avec Claude. Et donc, elle a trouvé le téléphone rouge de sa sœur, l'a contacté. Il n'y a pas de Marie-Thérèse dans le domicile. D'ailleurs, nous savons que Marie-Thérèse est arrivée après la mort de Claude François. On peut pratiquement dire qu'elle était là en réalité après. Même si elle prétend avoir vu Claude François vivant, on doit être très douteux sur tout ce qu'elle nous dit. Tout d'abord, il y a contradiction de témoignage entre sa version et celle de Kathleen. Les deux témoins nous présentent une histoire où aucune des deux versions n'est vraie. Pourquoi? Parce qu'aucune ne se rejoint, aucune colle à l'histoire réelle. Donc, si aucune n'est réelle, soit il y avait un seul témoin sur les deux, soit il y en avait zéro. Mais grâce au coup de téléphone de cette jeune fille, qui n'était ni Kathleen ni Thérèse, on pourrait dire qu'il y avait zéro témoin de la mort de Claude François, en tous les cas de cette version définitive, où Marie-Thérèse apparaît comme le témoin officiel de sa mort. Moi, je vais aller un peu plus loin et je vais dire à Marie-Thérèse que on pourrait penser que vous venez du 122 boulevard Exelmans et que vous n'étiez pas seul à venir des bureaux de Claude François, où évidemment vous avez appris comme tout le monde qu'il était mort, ou du moins qu'il avait un accident, et Marie-Thérèse, vous êtes arrivée sur place quand tout était déjà terminé, on va dire. Vous n'avez sans doute jamais vu Claude François. Ou alors, si vous l'avez vu, vous n'êtes pas clair dans votre déclaration. Quand on sait quand même que Marie-Thérèse a prétendu, et écoutez bien, dans diverses émissions et même dans des témoignages, que Claude avait passé son disque Alexandrie Alexandra en boucle de nombreuses fois.
Une boucle fait 4 minutes 30 de ce disque. 6 boucles, ça fait déjà 30 minutes. Par rapport à ce témoignage, il s'écoule que quelques minutes entre le moment où elle entre dans l'appartement de Claude, monte sur la terrasse et redescend. Il n'y a pas même une seule boucle d'Alexandrie. Alexandra, c'était à dire. Non, en réalité, on doit dire la vérité aux gens. La mort de Claude François découle pas du 46 boulevard Exelmans, elle découle du 122 boulevard Exelmans, et c'est là que tout a commencé, et c'est pour ça qu'on doit en parler dans cette émission. C'est au 122 boulevard Exelmans, en réalité, qu'éclate l'histoire de la mort de Claude François. Elle n'a jamais éclaté directement à l'intérieur du 46 boulevard Exelmans. Ça, c'est la fausse adresse de sa mort. La vraie, c'est le 122 boulevard Exelmans. C'est là que tout éclate, c'est là que tout s'enchaîne. D'ailleurs, Sylvie Mathurin expliquera qu'elle était passée par le bureau du 122 boulevard Exelmans, et il existe beaucoup de témoignages d'elle dans ce sens, même y compris en télévision. Oui, à un moment donné, elle voulait voir Claude, elle est passée par le 122, et c'est quelqu'un des bureaux du 122 qui a permis à Sylvie Mathurin de voir Claude. Elle explique beaucoup de détails en fait. Il avait les cheveux encore mouillés, elle a évacué des médicaments, peur que la police trouve ces médicaments. Selon elle, elle a évacué des médicaments qui étaient pas très dangereux, à part même de médicaments pour la toux, mais sur les 3000 médicaments que Claude avait dans sa salle de bain, dans sa grande armoire, il n'y avait pas que des médicaments pour la toux. Je veux dire qu'on peut voir toute sa liste d'ordonnances qui est phénoménale. Il avait des boostants musculaires cardiaques, des boostants musculaires des jambes, il avait toutes sortes de choses, des médicaments très dangereux, où les mélanger, on pouvait mourir en quelques minutes. Elle dira, Sylvie Mathurin, on avait peur que la police trouve ces médicaments, donc pour pas qu'il y ait d'amalgame sur sa mort, qu'il y ait de doute, on a évacué ces médicaments. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle a dit. On avait peur que la police trouve ces médicaments. Donc grâce à ce témoignage, nous savons alors qu'elle est arrivée avant la police. Ce qui est important, je le dis aux enfants de Claude François, c'est d'écouter ce que les gens vous disent. Parce qu'à partir du moment où vous les écoutez, vous apprenez beaucoup plus de choses que quand vous ne tendez pas l'oreille sur ce qu'on vous dit. Sylvie Mathurin a expliqué, on avait peur que la police trouve ces médicaments, on les a évacués. Donc on peut chronologiquement situer son intervention de l'évacuation des médicaments avant l'arrivée de la police. C'était à dire. Si la caméra sautille, ne vous inquiétez pas. Je le dis à Marie-Thérèse parce que c'est agréable de te parler. La mort de Claude, elle n'a jamais éclaté au 46 boulevard Exelmans. Sa mort éclate au 122 boulevard Exelmans. C'est d'ailleurs le 122 qui va poser le plus gros problème dans sa mort, et c'est à cause d'eux que tout a été maquillé, remaquillé. Tout est de leur faute. Tout est de la faute du 122, puisque les gens qui généralement ne travaillent pas le samedi après-midi, ou très rarement, hein, on sait que Claude, le samedi après-midi et le dimanche, bon, il ne travaille pas. On est étonné, toute son équipe est là. Évidemment, ils sont tous là. Ils travaillaient tous ce jour-là. Hein. C'est à croire que sa mort est une mise en scène. Et que tout le monde devait bosser un samedi après-midi, comme Jean-Pierre Bourter ou Paul Lederman, eux qui partent le week-end. Eux aussi, comme par hasard, ils étaient tous là le samedi après-midi. Bien sûr, Marie-Thérèse était là aussi un samedi après-midi. Bien sûr, Geneviève Leroy aussi. En plein week-end, elle était là. Quand on voit comment on nous présente la chose, c'est une histoire irréelle, qui n'existe pas, même pas dans les agendas, ni privés ni publics de Claude François, même pas de ses employés. Mais c'est amusant, l'histoire qu'on nous raconte, elle n'est pas réelle. Moi je le sais, mais vous ne pouvez pas le savoir, puisque vous ne connaissez pas vraiment la vie de Claude, ni même la vie de son personnel. Tout éclate au 122, d'ailleurs, Sylvie Mathurin l'a dit, que pour voir Claude François mort, elle n'avait pas d'autre choix que passer par le 122 boulevard Exelmans. Elle arrive, le découvre, selon elle, mort.
Donc il avait les cheveux encore mouillés, puis va évacuer des médicaments de peur que la police les trouve. On se trouve donc au moment de ce récit avant l'arrivée de la police. Ce qui est très intéressant, c'est avant l'arrivée de la police, le 122 boulevard Exelmans avait envahi le petit appartement. Je dis petit, il était quand même grand, c'était un duplex sur 2 étages tout en haut de l'immeuble, mais bon bref, avait envahi donc l'appartement du 46. Que fait toutes ces personnes? Parce qu'en réalité, si Marie-Thérèse nous explique qu'elle est arrivée avant, moi je dirais à Marie-Thérèse, non, non, tu n'es pas arrivée avant, non, tu es arrivée en même temps qu'eux. Puisque, restons dans la chronologie réelle de la vraie histoire, tu habites en face du 122. Donc, ils sont passés te chercher. On va pas aller chercher l'histoire plus loin, hein, puisque eux devaient voir Claude, puisque eux se déplaçaient au 46 et qu'ils sont arrivés avant la police. Bon, comme tu étais juste en face, je suppose qu'ils ont cogné à la porte, en disant Marie-Thérèse, vous avez appris la nouvelle. Claude a eu un accident, il est sans doute mort, on va peut-être avoir besoin de vous, venez. Voilà d'où vient Marie-Thérèse. Elle ne vient pas du tout d'un rendez-vous qui aurait été fixé avec Claude François, ça c'est ce qu'elle nous raconte. Le vrai rendez-vous, il n'était pas fixé avec elle, il était fixé avec Geneviève Leroy, et si quelqu'un a vu Claude François mort, c'est Geneviève Leroy, et pas du tout Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, elle vient finalement dans cette histoire avec toute l'équipe du 122 boulevard Exelmans. Marie-Thérèse, elle travaille avec le 122 boulevard Exelmans, elle arrive avec toute cette équipe qui a envahi l'immeuble. Parce que c'est ça la vraie histoire, c'est que Marie-Thérèse, elle n'a rien à faire dans cet appartement, comme elle dira à midi. Je suis arrivé vers midi, Claude ouvre la porte à midi et quart. Bon, 2h10 plus tard, alors attendez, midi et quart, à 14h45. Ça fait 2h30 plus tard. 2h30 plus tard, il y a un certificat de décès. Je le dis à Marie-Thérèse. Mais il ne s'écoule pas 2h30. À midi 15 maximum, il ouvre la porte, il te donne un plateau, tu montes et tu dis presque aussitôt, je suis redescendu, le corps était déjà traîné de Claude. Donc, il est maximum midi 20. Donc, t'imagines, midi 20, je dis à Marie-Thérèse, imagine ton histoire, midi 20 à 14h45. Bien sûr, on doit retirer 20 minutes où le pompier a dû se déplacer. On est d'accord, on va dire à 14h20, midi 20, 14h20, ça fait tout de même 2 heures. 2 heures pour appeler les secours, ah non, ça c'est pas possible. 2 heures pour appeler un médecin, non plus, c'est pas possible. 2 heures, non, mais il y a peut-être une explication, c'est que Marie-Thérèse n'est pas arrivée à midi, mais elle est arrivée au moment de la mort de Claude François, même après. Et de toute façon, si on faisait une reconstitution, tu n'aurais pas le choix que de dire que tu es arrivé après la mort de Claude François. Ça serait mieux pour toi. Hein. Parce que si tu disais que tu étais arrivé avant, on te dirait, oui, mais dans ce cas-là, si vous êtes arrivé avant, pourquoi Claude n'a pas eu une ambulance pendant 2 heures, ni le SAMU, ni rien? Vous avez fait quoi entre midi 20, je le dis à Marie-Thérèse, et 14h20 pendant 2 heures? Qu'est-ce que vous avez fait dans cet appartement? Vous avez regardé le cadavre de Claude François en vous passant en boucle Alexandrie Alexandra? Faisons un peu d'humour. La vérité de la mort de Claude François, s'il y a un tel décalage temporel, c'est parce que Marie-Thérèse n'est pas le vrai témoin de la mort de Claude. Elle ne l'a jamais été, c'est un témoin ajouté. Elle n'était même pas présente quand il a eu son accident. Elle a d'ailleurs pendant des années raconté qu'elle avait vu une appli qui avait bougé toute seule, etc. Elle était sur une terrasse. Et même Gérard, son chauffeur, a reconnu qu'il avait vu sur une terrasse et pas du tout dans une salle de bain. Tout ce qu'elle nous raconte, Marie-Thérèse, est l'histoire d'une autre personne. C'est l'histoire de Kathleen, qui d'ailleurs, elle, semble ne pas avoir été plus présente que Marie-Thérèse, puisque le vrai témoin ne parle pas de Kathleen. Et non, le vrai témoin téléphone, c'est une jeune fille qu'on ne connaît pas, une voix inconnue, et dit à sa sœur, Claude a eu un accident, il n'y a pas de Marie-Thérèse, il n'y a pas de Kathleen. Marie-Thérèse est venue en renfort, elle venait du 122 boulevard Exelmans, elle habite en face. Le vrai témoin de la mort de Claude François, c'est pas elle, c'est forcément Geneviève Leroy. C'est forcément elle qui sait quelque chose de plus.
Je dirais que le problème de Geneviève Leroy, c'est qu'elle est surtout l'attachée de puissance de Claude François, l'attachée militaire de son ordre, et que forcément si Claude a eu quelque chose dans son domicile, c'est d'abord Geneviève qui est alertée en premier. Sa vraie attachée de presse, et pas du tout Marie-Thérèse. Marie-Thérèse habite en face du 122. On sait que c'est le 122 qui est entré en premier dans l'appartement, et ils sont entrés avec Sylvie Mathurin alors que la police n'était même pas là. Donc, Marie-Thérèse, son décalage de 2 heures s'explique si elle n'est pas arrivée à cette heure-là, mais qu'elle est arrivée en même temps que l'équipe du 122 boulevard Exelmans. Dans ce cas-là, on comprend un tel décalage. Elle est arrivée en même temps qu'eux, et donc elle est témoin de rien du tout. Voilà la vraie histoire. Elle est témoin de rien du tout, et d'ailleurs, si on faisait une reconstitution, on pourrait prouver qu'elle est témoin de rien du tout, puisque tout le témoignage qu'elle nous dit, c'est même pas le sien, c'est celui de Kathleen. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une seule réalité qui provient de Marie-Thérèse. La seule réalité qui provient d'elle, et je le dis Marie-Thérèse, c'est tout est démenti dans les radios. Ça, c'est ton témoignage. Pour que les gens comprennent cette émission qui s'appelle le 122 boulevard Exelmans et qui est dédiée aux enfants de Claude François, on doit comprendre que le jour de la mort de Claude, ce n'est pas vraiment Marie-Thérèse qui était là, c'est surtout Geneviève Leroy. Geneviève Leroy, elle se casse. Bon, vous savez qu'elle a eu des déboires politiques, judiciaires et de police à cause de Claude François, et que, bon, c'est peut-être quand même les gardes à vue, tout ça, elle est fait pour lui, hein. Non, Claude ne fait pas des gardes à vue, il n'est jamais en garde à vue, il envoie des gens faire ses gardes à vue à sa place. Et c'est pas interdit par la loi. Vous pouvez vous faire représenter par un avocat ou par quelqu'un, c'est légal. Mais Claude abuse parfois de cela, va savoir jusqu'où il a été ce jour-là, si c'est pas fait représenter dans la mort par un sosie officiel, va savoir jusqu'où lui-même il a magouillé sa mort, parce que c'était un magouilleur, et on oublie que Claude était un magouilleur, et que des conneries il en a fait, excès de vitesse, etc. Retraite permis, menace de retraite permis, refus de revenir en France quand il s'est tiré aux États-Unis. Il s'est caché aux États-Unis quelques jours, il voulait plus revenir en France. Parce que en France, il était menacé de prison. Oui, il a été menacé de prison. Il a eu 12 jours de prison avec sursis. 12 jours, c'est pas beaucoup, hein. C'était bien avant les fraudes fiscales, bien avant. C'était pour un excès de vitesse. Il s'était pas présenté, donc il était condamné à la prison avec sursis. Mais il a fait encore un excès de vitesse, et cette fois-ci, il devait aller en prison, on avait dit 30 jours. Et puis il est resté, il s'est caché aux États-Unis. Et puis finalement, il est revenu, il a payé l'amende, il s'est expliqué, il a échappé à la prison. Puis après, il y a eu la fraude fiscale. La fraude fiscale, où on sait que sa sœur et Eric, qui était son mari, ont participé pleinement à cette histoire, et que c'est eux qui ont fait une partie des fausses déclarations avec l'accord de Claude. Excusez-moi, mais un petit poil qui me gênait, et je suis perfectionniste. J'aime bien être propre, c'est normal, et le moindre petit poil qui gratte, c'est très très désagréable. Et en fait, quand on voit de quelle manière s'est passée toute cette histoire à dormir debout, qui n'a aucun sens, puisqu'on sait que tout provient du 122 boulevard Exelmans. Tout provient de cette adresse, tout provient, mais même toute l'histoire, elle provient du 122. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Marie-Thérèse l'avoue à demi-mot. Qu'est-ce qu'a dit Alain-Dominique Perrin? Il y a plein de gens qui rentrent et tout. Elle dit qu'il y a des gens qu'elle ne connaît pas. Elle devrait plutôt dire la vérité. Bon voilà, on est envahi par le 122 boulevard Exelmans. Si elle disait de temps en temps la vérité, on s'en sortirait dans la mort de Claude. L'équipe du personnel qui était au 122 voulait savoir ce qui se passait, et ils sont tous venus avant la police. Mais il y a eu énormément de gens qui sont entrés dans cet appartement avant que la police arrive. Et puis ils ont comploté, ils ont mis en scène la mort de Claude François. Et puis après ils ont dit maintenant on peut appeler la police. Voilà comment ça s'est passé. Ce qui explique un décalage de 2 heures entre l'arrivée de Marie-Thérèse, 12h20, et que Claude
C'est 12 heures. 12h20, Claude s'effondre. C'est exactement ça. Ou 12h25 maximum. Et il y a un décalage de 2 heures avant qu'elle appelle les secours. Mais le décalage, il n'est pas hasardeux. Il n'est pas hasardeux du tout, ce décalage. Il est tout à fait rationnel. Il est qu'en réalité, elle est arrivée en même temps que tout le personnel du 122. Et que Claude ne s'est pas effondré à l'heure qu'elle dit. Mais par contre, il y a peut-être du vrai. C'est peut-être à cette heure-là qu'il a eu, entre guillemets, ce qu'on appelle l'accident. C'est-à-dire qu'il est tombé dans les pommes. Ainsi, il y aurait quand même du vrai. C'est-à-dire que l'histoire aurait éclaté vers midi, elle était chez elle, et elle est intervenue sur la demande du 122 boulevard Exémence et de toute l'équipe, aux alentours de 14h10, 14h15, ce qui explique qu'elle est à peine entrée dans l'appartement, elle a suivi les directives qu'on lui a dit, voilà Marie-Thérèse, on a besoin d'un témoin, on est dans la merde, aidez-nous. Voilà, c'est la seule explication, parce qu'elle ne peut pas être un véritable témoin oculaire de sa mort en nous expliquant qu'il était allongé sur le sol à 12h20 et déjà dans les pommes. Parce que si elle était vraiment un vrai témoin oculaire de sa mort, eh bien, il manque dans son emploi du temps 2 heures. Inexplicable. Et donc, qui laisse penser automatiquement, puisqu'il manque 2 heures, à une mise en scène, et quelle que soit cette mise en scène. On s'est compris aussi. Tout a éclaté sur le 122 boulevard Exelmans. Le 122 boulevard Exelmans, d'abord, c'est vrai, il y a une personne qui demande des informations, c'est Sylvie Mathurin. Elle avait besoin d'entrer dans l'appartement. On sait que, avant que la police arrive, l'équipe du 122 boulevard Exelmans vont voler des affaires personnelles de Claude François, du courrier, des lettres, une lettre d'huissier qui venait de recevoir et plein d'autres courriers. Puis ils vont nettoyer la cuisine, nickel, ça c'est Kathleen qui va le faire. Puis ils vont nettoyer une partie de la salle de bain, et évacuer des médicaments, et tralala, et tralala, et tralala. Non, Marie-Thérèse, malgré tout, est une bonne personne. Et je dirais, Marie-Thérèse, je t'interpelle, qu'un jour tu devras dire la vérité sur la mort de Claude François. Tu devras le dire parce qu'après cette série d'émissions, n'oublie pas quand même, tu as un trou de 2 heures dans ton emploi du temps. Et que la police serait peut-être intéressée qu'il y ait un trou de 2 heures. C'est-à-dire qu'un homme est allongé sur le sol, évanoui, et que 2 heures après, tu appelles le SAMU. Je pense que la police va s'intéresser à cette histoire de ton témoignage dans la collection officielle de Fabien Lecoeuvre et Clo-Clo Junior. Je serais intéressé pour te poser la question, pourquoi il y a un trou de 2 heures dans votre emploi du temps? Vous avez fait quoi entre midi 20 et 14h20? N'oublions pas qu'à ce moment-là, midi 20, Claude était déjà dans les pommes. Vous l'avez regardé pendant 2 heures, sans appeler les secours? Et puis c'est quand même pas votre médecin traitant qui a mis 2 heures à arriver, sauf si Claude n'est pas mort d'un accident, et que pendant les 2 heures vous avez bricolé une applique. Je répète, sauf si Claude n'est pas mort dans un accident, et que Marie-Thérèse, vous avez participé, avec Kathleen et tous les gens, à bricoler une petite applique en 2 heures. Ah bah pour la monter, on a besoin de 2 heures, hein. Eh oui, pour monter des câbles dans le mur, que tout soit à peu près correct. Enfin, tout ça, ça se travaille. On a besoin de 2 heures. On a besoin d'un électricien. On a besoin d'un pro. Hein. C'est Gérard qui est électricien à 7 ans perdu. Parce que en 2 heures, c'est ce que vous avez eu besoin pour monter un accident, pour maquiller une histoire en une autre. Parce que évidemment, tout s'explique. Il n'a jamais eu d'accident à midi 20. Donc, puisqu'il n'avait pas d'accident, aucun intérêt d'appeler les secours. C'est pour ça que les secours ont été appelés 2 heures plus tard. Parce qu'en réalité, à midi 20, Claude mourait d'une overdose de drogue médicamenteuse. Ayant pris une overdose de drogue, on ne savait pas s'il n'allait pas s'en sortir lui-même. On a attendu, personne n'est venu. On a pensé que la drogue allait se dissiper, puis non. Il a claqué finalement. Ou alors il s'est fait passer pour mort, ou alors il a claqué quelques heures et puis le cœur a rebattu. On ne saura jamais toute l'histoire. Il y a des gens qui claquent même 3 jours et le cœur rebat. Peu importe, de toute façon, entre midi 20 et 14h20, 2 heures, c'est largement suffisant
pour bricoler une applique et même la monter sur un mur. La police comprendra ce que je veux dire. Par contre, 2 heures, c'est totalement irréaliste, totalement impossible. Pour appeler des secours, on n'a pas besoin de 2 heures. On a besoin, pour appeler le SAMU de Paris, en prenant le téléphone, de 2 petites minutes. Quand on est mis en attente, on va dire maximum 5 minutes. Alors, entre un coup de téléphone de 5 minutes pour appeler les secours, donc midi 20, plus 5 minutes, ça fait midi 25 pour appeler les secours, plus 10 minutes pour que le pompier vienne, il dit qu'il a mis 10 minutes, ça fait midi 35. Mais voilà, de midi 35 à 14h40, 5. On est un peu gêné dans cette histoire. Il y a un gros trou, il y a un laps de temps qui est important. Ce laps de temps, il sert à quoi? Ces 2 heures inexplicables, ces 2 heures qu'on ne peut pas expliquer, ben moi je vais essayer de vous les expliquer, ces 2 heures. On est là pour ça, on est là pour démystifier la mort de Claude et pour comprendre. 2 heures, je le dis à Marie-Thérèse, c'est suffisamment important pour que les gens qui sont dans l'appartement trouvent 2 témoins, Marie-Thérèse et Kathleen. C'est Kathleen, le temps de la trouver, parce qu'elle, elle est souvent dans Paris, on a besoin de moins de 30 minutes, 1 heure pour trouver Kathleen. Et vous, vous êtes au 122, mais vous étiez peut-être pas là, peut-être vous avez fait des courses, peut-être vous êtes arrivé d'ailleurs un peu plus tard chez vous, le temps de cogner à votre porte, que quelqu'un réponde, et c'est peut-être Alain-Dominique Perrin qui a répondu, il était peut-être déjà un peu votre ami. 2 heures, on peut faire beaucoup de choses en 2 heures. En 2 heures, on peut monter une applique sur un mur. En 2 heures, on peut fabriquer des fils, puisque Jacques Harvey expliquait qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain et qu'elle n'a jamais existé. Mais voilà, en 2 heures, si cette applique n'a jamais existé, c'est suffisant pour la mettre sur un mur. On va à l'hôtel particulier, on prend une applique, on la démonte, puis on la monte. En 2 heures, on a le temps en 2 heures de monter une applique. Hein, Marie-Thérèse? Ça doit pouvoir se faire en 2 heures. Par contre, d'appeler les secours en 2 heures, il y a un truc irrationnel. Je veux dire qu'il est plus logique de monter une applique en 2 heures que d'appeler les secours, c'est ça que je veux dire. Ça prendrait que 5 minutes pour appeler les secours. Cette démystification de la mort de Claude était importante pour mon coco, pour les enfants de Claude François, qui pensent sans doute d'ailleurs même que leur père n'est même pas mort, et on pourrait même espérer en fait qu'il soit vivant. Ça ferait plaisir aux Français que Claude ne soit pas mort. Il pourrait être mort aussi, on doit le dire, il pourrait être mort de toute façon, même s'il ne l'était pas. Votre histoire est tellement tordue qu'il en serait mort de rire au moins, faisant un peu d'humour. Il aurait rigolé un bon coup quand même. Mais il est clair, en étant sérieux, que Marie-Thérèse, si on écoute son témoignage intégral et qu'on fait une reconstitution professionnelle, et la police ferait une reconstitution plus sévère que moi. Moi, je suis cool avec Marie-Thérèse. Je lui donne de la largeur de temps. Beaucoup de largeur de temps. J'ai ajouté des minutes où je lui laisse du temps. Mais la police ne ferait pas une reconstitution comme ça. La police dirait, bon, vous êtes arrivé vers midi, ok, il a mis 15 minutes à vous ouvrir, ça fait midi 15, ok, parce que la police, ils sont sévères. Bon, vous montez, vous donne un plateau, il a dû mettre maximum 10 minutes à faire son jus de carotte, puis vous montez sur la terrasse, à peine vous avez posé le plateau qu'il y a un cri. Vous descendez, il est déjà dans les pommes. Et Kathleen traîne son corps. Quand on dit il est dans les pommes, c'est une expression française. Ça veut dire il est évanoui, il peut même plus tenir son corps, quelqu'un traîne son corps. Donc si quelqu'un traîne son corps, il peut plus se tenir debout, il a perdu connaissance. Il perd donc connaissance à moins de 12h30. Marie-Thérèse, qu'avez-vous fait entre 12h30 et 14h20? Qu'avez-vous fait? En tous les cas, je vous le dis, prenez-le pas mal. C'est le temps qu'il faut pour chercher un témoin, Kathleen, trouver un électricien, démonter une applique à l'hôtel particulier, la transférer de l'hôtel particulier au 46 boulevard Exelmans et la monter sur un mur. En 1h50, on doit pouvoir faire ça, un accident bidon, et monter toute une histoire. On a besoin d'1h50 pour aussi un peu répéter le scénario, que toutes les personnes du 122 boulevard Exelmans se mettent d'accord. Bon, on a un petit peu de temps devant nous, après on appellera les flics. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont arrivés, comme elle le dit, Marie-Thérèse, vers midi. Je parle du 122
boulevard Exelmans, c'est impossible qu'il soit arrivé après-midi, parce que c'est impossible pour une certaine raison. Hein. Vous allez dire, oulala, Marc Harriman, là, encore une fois, tu vas nous sortir quelque chose de terrible. Et oui, c'est impossible qu'ils soient arrivés à 14 heures, je parle du 122 boulevard Exelmans, et non. Ils sont forcément arrivés vers midi, comme Marie-Thérèse le dit. Et oui, parce que l'après-midi, Claude ne fait pas travailler son personnel. Samedi après-midi et dimanche, les gens sont de repos, pour pratiquement tout le monde, sauf une ou deux personnes, quand il a besoin de vraiment en cas d'urgence. Donc que tout son personnel se retrouve à 14 heures de l'après-midi, c'est impossible. Ils auraient tous, ils auraient dû être partis de leur lieu de travail depuis au moins 1 heure et demie. Sauf s'ils sont arrivés vers midi. Et que vers midi, ils ont constaté la mort de Claude ou quelque chose, on ne parle pas d'un accident, et que 2 heures, c'est le temps qu'il faut pour monter une applique sur un mur, et du moins c'est le temps qu'il faut pour trouver une mort. Et comment trouver une mort? Comment trouver un accident? Comment trouver quelque chose? C'est long. Un scénario, ça peut être long. Donc midi 20 à 14h20, ils ont 2 heures devant eux. 2 heures, c'est assez pour trouver Kathleen, assez pour qu'elle raconte sa petite histoire. Hein? Quelle petite histoire? Vous allez dire à Marc Harriman, encore une fois, tu nous sors quelque chose. La petite histoire. La petite histoire qui est arrivée quelques mois avant Claude. Que son frère, le frère de Kathleen, tout nu, dans une salle de bain, a vu un objet bouger tout seul et qui s'est électrocuté. Lui est resté paraplégique à vie. Et elle a raconté son histoire à Marie-Thérèse. D'ailleurs, elle le dit, Marie-Thérèse. Elle le dit, mais ne cite pas l'histoire complète. Mais elle en parle un peu. Elle dit, Marie-Thérèse a dit, Kathleen avait déjà vécu le même problème. Mais quel problème? Tu ne l'expliques pas. Mais devant la police, tu pourrais l'expliquer, ce problème. Je crois que les policiers seraient très intéressés que tu expliques quel est le problème, quelle est l'histoire qu'elle t'a racontée, qui lui est arrivé la même chose, parce qu'elle dit ça dans le DVD. Kathleen m'a confié dans la cuisine qu'il lui est arrivé la même chose, mais elle définit pas quoi. Ce qui est arrivé à Kathleen, c'est qu'elle a un frère qui s'est électrocuté quelques mois avant Claude dans une salle de bain, qui était tout nu, qui a vu une applique bouger tout seul, lui aussi, c'est la même histoire. Lui est paraplégique à vie, et le futur mari, c'est-à-dire que François, lui est mort. Ça aussi, ça intéresserait un tribunal. Que à midi 20, elle t'ait raconté cette histoire 2 heures avant d'appeler les secours. Parce que, oui, n'oublie pas, Marie-Thérèse, je rappelle les faits. Dans ce DVD, t'arrives à midi, vers midi. Donc l'histoire qu'elle t'a racontée est forcément dans ces temps-là. Vers midi et quart, midi 20, midi 25. Donc elle t'a raconté l'histoire de l'électrocution de son frère 2 heures avant d'appeler le SAMU. Et on peut le prouver devant n'importe quelle police. C'est 2 heures avant d'appeler le SAMU que tu apprends dans une cuisine que le frère de Kathleen s'est électrocuté dans une salle de bain. Une applique qui bouge toute seule lui aussi. Lui est paraplégique, Claude est mort. Mais c'est ce qu'on a besoin en 2 heures. Ah, ton histoire m'intéresse. Voilà, on a 2 heures devant nous. On appellera les secours dans 2 heures. Ne nous pressons pas. Maintenant, on a le scénario. Le frère de Kathleen s'est électrocuté. On appellera les secours plus tard. De toute façon, Claude est mort, ou pratiquement. On va faire autre chose, on va se démerder. On doit monter toute une histoire maintenant. Parce que le problème, malgré tout, on doit tenir compte que ce que dit Marie-Thérèse est vrai en partie. Elle dit, je suis arrivé vers midi. Moi je dis ok, mais dans ce cas-là, les confidences que fait Kathleen dans la cuisine, c'est maximum à midi et quart, midi 20, c'est disons midi 25. Quand Claude s'est électrocuté, le corps est traîné, vous le laissez sur le tapis, vous allez, toi et elle, vous partez dans la cuisine, c'est là qu'elle te confie l'histoire de son frère électrocuté. Et à ce moment-là, il est maximum midi 30. C'est-à-dire 2h15 avant le certificat de décès. Ça serait intéressant, Marie-Thérèse, que tu expliques ça aux flics. Je cherche pas à t'incriminer, parce que si je veux t'incriminer, je te fais coffrer en 15 minutes. Hein. Si je veux t'envoyer, je te fais coffrer en 10 minutes même. Je vais voir les flics, je me porte partie civile, j'explique ton histoire, elle à dormir debout. Hein. Les flics, ils vont te coffrer, moi je te dis franchement. Mon histoire est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus rationnelle, elle est basée sur des faits. Et la police, ce qu'ils aiment, c'est les faits. C'est pas les ragots, hein.
ou les rumeurs. Mais je l'ai dit, Marie-Thérèse, moi j'ai pas l'intention de te faire coffrer. De toute façon, si on te coffre, ils vont coffrer Claude François avec, s'il n'est pas mort. On va savoir s'il est mort. C'était tellement un fou et un magouilleur qu'il est peut-être bien quelque part vivant. De toute façon, s'il était vivant, il serait coffré lui aussi. Il pourrait plus se cacher bien longtemps. Mais de toute façon, on ne va pas dire qu'il est vivant, on va dire qu'il est quand même réellement mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Thérèse? Parce que c'est ça qui va intéresser les enfants de Claude. Vers 12h30, tu es informé de cette histoire étrange que Kathleen a un frère qui s'est électrocuté dans une salle de bain, l'applique à bouger toute seule, puis il est resté paraplégique à vie, et t'apprends cette histoire 2h15 avant le certificat de décès. Et t'apprends cette histoire 1h50 avant toi d'appeler les secours de Paris. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle t'explique cette histoire, puisqu'on doit tenir compte de ce que tu dis là-dedans et de ton heure d'arrivée, il s'écoulera quand même 1h50. Ça veut dire que tu as pris connaissance de cette histoire d'électrocution 1h50 avant de dire à la police « Claude s'est électrocuté ». Excusez-moi de faire une voix un peu naïve et bête. C'est intéressant que tu apprends une histoire d'électrocution 1h50 avant toi-même de dire à la police « Claude s'est électrocuté, hein ». Je pense que la police aurait été très intéressée que tu expliques que 1h50 avant, Kathleen t'expliquait dans une cuisine que son frère s'était électrocuté dans une salle de bain. Et qu'en réalité, c'est un copier-coller d'une autre histoire. Ce qui intéresserait la police, c'est le temps des 1h50 inexplicables. Quand on apprend que le frère de Kathleen s'est électrocuté 1h50 avant de le dire à la police, et 1h50 avant d'appeler les secours, c'est quand même intéressant. C'est quand même une émission, le 122 boulevard Excelmans, qui va intéresser certaines personnes. Non, j'ai jamais cherché, je le dis Marie-Thérèse, j'ai jamais cherché à te faire coffrer, mais c'est la chose la plus facile du monde de te coffrer. Pour te coffrer, voilà un document officiel de Fabien Lecoeuvre. C'est un DVD officiel. Il y a ton témoignage, c'est suffisant. En plus, tu te confies dans ce DVD. T'expliques que Kathleen a eu le même problème, qu'elle t'a raconté cette histoire dans la cuisine. On a le temps relationnel, on a tes aveux, on a la cuisine, on a le témoignage de Kathleen. On n'a plus qu'à trouver l'électrocution de son frère, découvrir qu'il était dans une salle de bain, que l'applique elle a bougé toute seule, que lui est paraplégique dans un fauteuil roulant et que Claude est mort. Et tout ça a eu lieu verbalement 1h50 avant d'appeler les secours. Alors Marie-Thérèse, tu vas dire, là, tu essaies de m'envoyer en prison. Non, non. Tu y es pas du tout. Non, tu n'iras jamais en prison. Non, parce que pour aller en prison, il faut que je porte plainte contre toi. Mais pourquoi je porterais plainte? Pourquoi j'enverrais en prison un pigeon dans l'affaire? Parce que Marie-Thérèse, qu'est-ce que t'es dans l'affaire? T'es qu'un pigeon dans l'affaire. Dans la mort de Claude, t'es juste un pigeon, rien d'autre. Après tout, c'est Kathleen qui te raconte cette histoire d'électrocution. Tu peux pas être sûr qu'elle t'a dit la vérité, mais moi je sais qu'elle a dit la vérité. Mais t'es un pigeon dans le sens où t'habites en face du 122, c'est le 122 qui t'entraîne dans l'appartement de Claude François. T'es qu'un pigeon dans l'affaire. Et je porterai pas plainte contre un pigeon, puisque c'est pas toi le vrai responsable de ce problème. C'est tous les gens qui sont derrière toi. On doit parler de Geneviève Leroy qui se casse de l'affaire. Quand elle dit à un ami journaliste qu'elle est partie à 5 minutes de l'appartement de Claude, elle aurait dû dire « j'ai quitté l'appartement il y a plus d'1h30 ». On aurait gagné du temps s'il avait dit la vérité. Alors la mort de Claude François, c'est surtout, et c'est pour ça que cette émission a été faite, c'est le 122 boulevard Excelmans. Je regarde le temps, 38 minutes, ça va, encore 2-3 minutes. C'est du 122 qu'éclate le problème. D'ailleurs, il éclate même en face du 122. On va être un petit peu vicieux. C'est en face, le 122, que le témoin principal de la mort de Claude François, qui habite en face du 122, se retrouve comme ça, vers midi, elle le dit, dans l'appartement de Claude. Vers midi, c'est l'heure où les employés sont au bureau du 122.
Alors après, ça serait impossible parce qu'après, il n'y avait plus personne dans les bureaux. Ce jour-là, ils sont restés, c'était exceptionnel. Ils sont restés parce qu'ils sont surtout arrivés vers midi dans l'appartement et c'était dans leur emploi du temps. Dire que si tout ça est arrivé 2 heures plus tard, il n'y aurait eu que toi, Marie-Thérèse, dans l'appartement. On n'aurait même pas pu trouver Kathleen. On l'aurait trouvée où, Kathleen? On aurait dû la chercher dans Paris. Hein. Quand Kathleen explique qu'elle a couru vers Marie-Thérèse, et que Marie-Thérèse explique tout le contraire, qu'elle est descendue, qu'à aucun moment, finalement, elle ne le dit pas, mais à aucun moment, Kathleen a couru vers elle pour dire appeler les secours. Et non, elle traîne un corps devant elle. Mieux, elle l'aide. Elle dépose le corps sur le tapis et le laisse tout nu, puisque le pompier dira qu'il était tout nu, ainsi que le docteur Elbaz. Mais c'est pas grave, de toute façon, ils l'ont laissé tout nu, parce qu'il était mort. Pourquoi le couvrir? Il était déjà mort. Pourquoi couvrir un corps? Pourquoi mettre une couverture sur quelqu'un qui était de toute façon déjà mort à midi 20, ou midi et quart, ou midi 20? Si le pompier l'a réanimé, c'était un miracle. Et pas sûr qu'il aurait pu sauver son cerveau. Après pratiquement 2 heures, ça aurait été dur de le sauver. Alors pourquoi Marie-Thérèse n'a pas appelé les secours? Pourquoi Kathleen n'a pas appelé les secours, ni personne du 122? Parce qu'il y a une histoire de drogue dans l'appartement. Quoi que les gens y disent, il y a forcément une histoire de drogue. Parce que si c'est une histoire d'électrocution, il n'y a aucun intérêt d'attendre pratiquement 2 heures pour appeler les secours. Aucun intérêt. Si c'est une électrocution, on appelle tout de suite les secours. Si c'est une histoire de drogue, on attend. Bah attends, on attend, peut-être c'est juste un petit malaise. Il va se remettre, Claude. Les overdoses, ils l'ont fait. Hein. Comme dira le docteur Elbach, j'arrivais à chaque fois à temps à l'appartement pour sauver la vie de Cofrançois. Ah, je suis arrivé un peu trop tard, il est mort ce jour-là. Bah, moi je dis, s'électrocutez pas tous les jours dans son bain, Claude. Hein. Il passait pas son temps à s'électrocuter. Donc le docteur Elbaz nous cache quelque chose. J'arrivais à chaque fois à temps pour le sauver. Cette fois-ci, bah, je suis arrivé trop tard, il est mort. Et il parle de son appartement, pas d'ailleurs. Eh oui, il y a une histoire de médicaments, de drogue et de tas d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, Marie-Thérèse est un pigeon, c'est-à-dire elle est un faux témoin de la mort de Claude François. Le vrai témoin, c'est Geneviève Leroy, entre autres, et une jeune fille qui a téléphoné à sa sœur et qui s'est tirée de l'histoire, peut-être parce qu'elle était un peu jeune, etc. Mais Marie-Thérèse est un pigeon, elle habite en face du 122, c'est le bureau du 122 qui a été la chercher pour demander de jouer les témoins de la mort de Claude-François. Kathleen n'a jamais été présente dans l'appartement, ils avaient besoin de 2 heures pour la trouver parce que elle, hein, le samedi, elle se balade dans Paris, elle fait ses commissions, elle fait ses courses, elle était injoignable. Mais comment on va joindre Kathleen? Elle est introuvable. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 heures. Le temps de trouver Kathleen avec sa paire de sabots de bois en plein Paris, vous imaginez. On a mis 45 minutes pour trouver Kathleen. Ah bah t'es là, on te cherchait partout. Merde, ça fait un moment que Claude y va mal. On a besoin d'un témoin, Kathleen. Qu'est-ce que tu foutais pour qu'on ne te trouve nulle part? Ça fait au moins 45 minutes qu'il est dans les pommes. Dépêche-toi, on a besoin d'un témoin. Geneviève Leroy s'est barrée de l'histoire. Et Marie-Thérèse qui habite en face de nos bureaux, elle a accepté de jouer les témoins. C'est le pigeon de l'affaire. C'est qu'une histoire de pigeon. Mais je te rassure, je vais être gentil avec toi, Claude t'a pas pigeonné. Il n'a pas été jusque-là. C'était parfois un enfoiré, mais il n'aurait pas quand même été jusque-là. Il était con, Claude, c'était qu'un con, mais il avait bon cœur. Il avait aussi beaucoup de gentillesse. Mais parfois c'était un sale con, on doit le dire. De toute façon, il savait qu'il était un sale con et il se corrigeait pour devenir un mec bien. Ça fera rire beaucoup de gens, mais c'est vrai. J'espère que depuis le temps, s'il n'est pas mort, il est quand même devenu un mec bien. C'est-à-dire qu'il vire pas les gens sur un trottoir, comme il a fait une fois, où dans ses bureaux, une pauvre fille qui était un peu dissipée dans son travail, il lui dit je te vire. Alors elle part prendre ses affaires qui étaient dans les bureaux, puis il dit non, 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 tu prends pas tes affaires, tu descends en bas, il y a un vigile qui va te donner tes affaires, et le vigile il a balancé ses affaires sur la route, comme une chienne. Heureusement, j'espère quand même que Claude a changé, mais en tous les cas, s'il n'avait pas changé, on comprend qu'il a été assassiné aussi. Un con pareil, on comprend qu'à un moment donné, il prenne un pruneau dans la tête quand même. Hein. Faut être un petit peu réaliste. On peut pas traiter les gens comme ça, d'une façon inhumaine. À un moment donné, tu tombes sur un mec, tu lui dis ça à un mec qui est de la mafia, il t'allume. En 4 secondes, il t'allume. Il sort une arme d'une voiture, il te tue en quelques secondes. Claude n'était pas lucide.
T'es quelqu'un de drogué de médicaments qui perdait complètement la tête. Et quand on se drogue de médicaments comme ça, on sait plus ce qu'on dit aux gens. On se rend même pas compte qu'on s'expose soi-même à un grand danger. Quand le 25 juin, 24-25 juin, il se fait tirer dessus, avec toutes les conneries qu'il a dit à tout le monde, c'est tardivement qu'il s'est fait tirer dessus. Il aurait dû se faire tirer dessus des centaines de fois. Parce qu'il en disait des conneries, Claude, il en faisait aussi beaucoup des conneries. Mais heureusement, il en disait plus qu'il en faisait. Le problème est que, je vous rassure, il avait dit qu'il changerait, et je pense que quand même, il aurait beaucoup changé. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Vin Buggy. Une petite anecdote. Vin Buggy l'emmène à un premier spectacle. Elle est écœurée, elle engueule Claude François, elle dit c'est fini, je viens plus jamais à aucun spectacle. Claude essaye un petit peu de se réconcilier avec elle, qu'est-ce qui va pas, raconte. Mais t'as vu comment t'as traité tes musiciens, tes Claudettes, t'es fou, quoi. Calme-toi, hein. Je viens plus jamais à un spectacle, Vin Buggy a dit. Vin Buggy, c'était sa compositrice de Belle Belle Belle. C'est terminé. Tu m'as dégoûté, t'es écœurant comme personnage. Alors il s'est engagé au prochain spectacle, si elle venait, à être gentil. Et le prochain spectacle, elle est venue et il a été super, Claude François. Il a été gentil avec ses musiciens, ses Claudettes, puis il a reçu Vin Buggy dans sa loge, et il lui a fait cette confidence, et elle pourra vous dire que tout ce que je vous dis est la vérité. Eh bien, t'avais raison, je crois que je vais arrêter d'être un con et je vais devenir un mec bien. Et tu veux pas savoir le bien que ça m'a fait que tu me dises que j'étais qu'un con. Et elle lui avait dit, Vin Buggy, t'es qu'un connard, hein. Et je viens plus à aucun de tes spectacles, allez dégage, c'est fini, des gens comme toi qui engueulent tout le monde, c'est bon, c'est bon, Claude tu me fais pas ça, je suis pas venu voir un spectacle pour entendre des conneries pareilles. Et malgré tout ça a marché, il est devenu un mec bien, et j'aurais tendance à penser que comme il aimait beaucoup Vin Buggy, s'il n'était pas mort quelque part, il serait aujourd'hui un mec très bien. Je pense qu'il serait devenu quand même un mec très bien, très très bien. Et en tous les cas, en aucun cas, il ne pourrait être ce qu'il a été, en aucun cas, ça serait impossible. Et ça, vous l'avez compris. Mais c'est ça qui était important, c'était de parler de Claude François en profondeur. Aujourd'hui, c'était l'émission du 122 boulevard Exelmans, parce qu'en réalité, la mort de Claude François n'a pas vraiment éclaté au 46. Elle a éclaté toute l'affaire au 122. Et d'ailleurs, c'est Sylvie Mathurin qui le dit dans plein de témoignages, que tout a commencé pour elle au 122, où le 122 lui accorde la possibilité d'avoir accès à l'appartement. Cela prouve par son témoignage, et je le dis, c'est important, que le 122 avait accès à l'appartement de Claude avant la police, 2 heures avant la police. Et que c'est le 122 qui lui ont permis d'entrer dans l'appartement pour évacuer les médicaments avant l'arrivée de la police. Donc je vous dis que la vérité, je viens de vous prouver que le 122 boulevard Exelmans avait eu accès à son appartement avant l'arrivée de la police, je viens de vous le prouver. Je vous le prouve par le témoignage de Sylvie Mathurin, c'est aussi simple que ça. L'important c'est d'écouter ce qu'on vous dit. Après, c'est pas difficile de prouver le temps chronologique de chaque personnage. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube.